Dans cette vidéo complémentaire, je vais m'efforcer d'expliquer ce que sont les peuples yougoslaves, c'est-à-dire slaves du Sud, à savoir les Slovènes, les Croates, les Bosniaques, les Serbes, les Monténégrins et les Macédoniens. Et d'expliquer aussi ce qu'a été le territoire qui les a rassemblés à un certain moment, la Yougoslavie. En 1914, il y a déjà des peuples yougoslaves, le terme est attesté au milieu du XIXe siècle, mais il n'y a pas encore d'État, et il n'y a jamais eu d'ailleurs d'État yougoslave. La Yougoslavie a été un État rassemblant les populations slaves du Sud. Alors, il faudra évidemment se demander ce que signifie cette expression. D'abord de 1918 à 1929 sous le nom de Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui devient en 1929 le Royaume de Yougoslavie. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'État yougoslave est dépecé dans d'épouvantables convulsions provoquées par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés et aggravée par la guerre civile qui oppose les peuples dits yougoslaves. Le pays libéré devient en 1945 la République fédérative populaire de Yougoslavie, puis en 1963 la République fédérative socialiste de Yougoslavie. À cette époque, vue de l'extérieur, on ne prête pas beaucoup d'attention aux limites administratives internes à cette République socialiste. On a tort parce que cette Yougoslavie fédérale ne survit pas à l'effondrement du camp socialiste en 1989-91 et les frontières administratives qui étaient discrètes deviennent des frontières d'État. La guerre civile qui commence en 1991 entre les différentes nationalités est suspendue en 1995 par une intervention de l'OTAN, mais on a désormais 5 États. Slovénie, Croatie, Bosnie, Macédoine et l'ensemble Serbie-Monténégro qui reste uni sous le nom de Yougoslavie. Le morcellement n'est pas terminé pour autant. En 1998-99, la guerre du Kosovo conduit à la séparation de cette province d'avec la Serbie. Et en 2006, Serbie et Monténégro se séparent. Le nom de Yougoslavie disparaît. Aujourd'hui, début de 2022, on n'en a probablement pas terminé, puisque d'une part, les Serbes de Bosnie parlent de sécession, et d'autre part, l'indépendance du Kosovo reste une pomme de discorde dans la région et dans les relations internationales. Elle n'est pas reconnue par la Serbie, ni par un grand nombre de pays, dont la Russie et la Chine. Voilà une histoire politique déjà bien compliquée. Mais c'est tout aussi compliqué si l'on regarde les frontières de ces régions devenues des États. Qu'est-ce qui explique que le territoire de la Bosnie s'enfonce comme un coin dans la Croatie, que la Bosnie n'est qu'un tout petit débouché sur la mer, isolant une partie de la Croatie? Enfin, c'est encore plus compliqué si l'on regarde la répartition des peuples sur le terrain. Alors, les Slovènes sont concentrés de façon homogène sur le territoire qui s'appelle la Slovénie. Mais en dehors de cette exception, tous les peuples sont mêlés. Ils ont en général une région où ils sont majoritaires et concentrés, et de nombreuses régions où ils sont minoritaires et mêlés à d'autres. Alors on va tenter d'éclaircir un peu cela en se demandant ce qui définit ces peuples, qu'est-ce qui parfois les unit et parfois les oppose, et qu'est-ce qui les a amenés à être disposés de cette façon sur le terrain. Pour comprendre ce que sont les Slaves du Sud, interrogeons-nous d'abord sur les Slaves. Les Slaves sont un groupe linguistique, c'est-à-dire un ensemble de peuples parlant des langues apparentées, descendant d'une langue commune qui a disparu, le proto-slave.
un peu comme le proto-germanique a donné les langues germaniques, et comme le latin a donné les langues romanes. Le tout appartenant à la grande famille indo-européenne, à l'origine contestée, famille qui regroupe non pas toutes, mais presque toutes les langues européennes. La présence des peuples slaves est attestée au IIIe siècle de l'ère chrétienne, quelque part entre l'emplacement de l'Ukraine et du sud de la Pologne actuelle. J'ai placé sur la carte les frontières actuelles de ces deux pays pour mieux nous repérer. Comme pour tous les peuples de l'intérieur du continent à cette époque, l'implantation des Slaves connaît de vastes mouvements, de flux et de reflux, qui sont eux-mêmes déterminés par le flux et le reflux des invasions qui viennent de l'Asie centrale. L'expansion maximum des Slaves est atteinte au Xe siècle. Elle est suivie par un reflux du Xe au XVe siècle, mais également une coupure en deux du domaine slave. Les Slaves du Nord étant isolés des Slaves du Sud par l'implantation de peuples non slaves, dont les Hongrois ou Magyars, un peuple qui n'est pas indo-européen. Donc le mot yougoslave, porteur d'un projet politique, celui d'unifier les Slaves du Sud, ce mot n'apparaît qu'au XIXe siècle. La réalité des peuples slaves au sud de l'Europe, séparés des autres Slaves, cette réalité existe dès le Moyen Âge. Depuis le XIXe siècle, qui aimait bien tout classer, on répartit les peuples slaves en trois groupes. Les Slaves de l'Est, Russes, Biélorusses, Ukrainiens. Les Slaves de l'Ouest, Polonais, Tchèques, Slovaques. Et enfin les Slaves du Sud, Slovènes, Croates, Serbes, Bosniaques, Monténégrins, Macédoniens, Bulgares. Alors on remarque tout de suite le morcellement très important de la partie méridionale. Essayons de l'expliquer. Des peuples slaves sont installés au sud de l'Europe centrale, qu'on appellera plus tard les Balkans, depuis le 7e siècle. C'est-à-dire l'époque des grands bouleversements qui ont accompagné et suivi la disparition de l'Empire romain. Il est très difficile de dire à quel point ces peuples slaves étaient diversifiés ou pas au 7e siècle. En tout cas, ils ont été diversifiés par l'évolution historique de la région. Les Balkans ont été en quelque sorte labourés par l'histoire, et ces labourages ont laissé de très profondes marques et lignes de fracture sur le territoire, et elles sont toujours visibles aujourd'hui. La première ligne de fracture existait avant même l'arrivée des Slaves. C'est la ligne de partage entre l'Est et l'Ouest du bassin méditerranéen. L'Est, qui était et qui reste sous l'influence culturelle de la Grèce, et l'Ouest, qui est passé sous l'influence culturelle de Rome. Cette ligne de partage devient frontière lorsque l'Empire romain est partagé en deux en 395. D'un côté de la ligne, l'Empire romain d'Orient, capitale Constantinople. De l'autre côté de la ligne, l'Empire romain d'Occident, capitale Rome. C'est la même ligne de partage que l'on retrouve au milieu du XIe siècle, lorsque se produit en 1054 le schisme définitif entre l'Église chrétienne d'Orient, ou Église orthodoxe de tradition grecque, et l'Église chrétienne d'Occident, ou Église catholique de tradition latine. Ce schisme est officialisé en 1054, mais il était déjà présent dans les faits et dans les esprits depuis plusieurs siècles. Alors tout ceci peut paraître bien vieux, mais cette ligne de partage existe toujours au cœur de l'ex-Yougoslavie en notre début de XXIe siècle. À l'est de la ligne, on est chrétien orthodoxe,
et on écrit avec l'alphabet cyrillique, dérivé de l'alphabet grec. À l'ouest de la ligne, on est chrétien catholique, alors sauf l'exception de la Bosnie, sur laquelle évidemment je reviendrai. Donc on est chrétien catholique et on écrit avec l'alphabet latin. À l'est et à l'ouest de la ligne, aujourd'hui on parle la même langue, le serbo-croate, mais on ne l'écrit pas avec le même alphabet. La deuxième ligne de fracture apparaît en 962 avec la création du Saint-Empire romain, qui sera plus tard le Saint-Empire romain germanique. Cette tentative de faire revivre l'Empire romain englobe la région slave la plus au nord, la Slovénie. Désormais, la Slovénie va vivre pendant des siècles séparée des autres Slaves et en relation étroite avec la monarchie des Habsbourg. Alors évidemment, cette Slovénie va connaître une évolution originale. En particulier, la langue slovène évolue de façon autonome et devient complètement différente du serbo-croate. Aujourd'hui, la Slovénie est profondément différente des autres régions yougoslaves et certains vont jusqu'à dire que les Slovènes sont les Autrichiens qui parlent slave. Dernière rupture majeure et durable, elle se fait avec l'irruption de la conquête ottomane. Les Turcs ottomans apparaissent dans les Balkans au XIVe siècle. Ils remportent une victoire décisive sur les Serbes à la bataille de Kosovo en 1389. Après une autre victoire ottomane sur les Hongrois à Mohacs en 1526, la confrontation est directe entre l'Empire ottoman et l'Empire des Habsbourg. À la fin du XVIIe siècle, le recul ottoman fixe la frontière entre les deux empires pratiquement sur la limite actuelle de la Bosnie. Et la frontière va rester là pendant 2 siècles. À l'intérieur de cette frontière, des populations slaves se convertissent à l'islam, alors également des Albanais, mais ça n'est pas notre propos. Le coin enfoncé dans la Croatie que représente le territoire bosniaque, c'est donc la limite extrême que les Ottomans ont été capables de défendre pendant 2 siècles. Quant à l'étrange frontière sud de la Bosnie avec le tout petit accès à la mer, c'est le résultat des rivalités qui ont opposé l'Empire ottoman et les républiques maritimes chrétiennes de Venise et Raguse. Raguse, c'est Dubrovnik aujourd'hui. Ces républiques, qui contrôlaient la plus grande partie de la côte dalmate, ne s'intéressaient qu'à la côte, puisque leur puissance reposait sur le commerce maritime. Mais à la fin du XVIIe siècle, la petite Raguse, menacée par la puissante Venise, préfère se protéger en cédant aux Ottomans le port de Neum. Et à travers tous les remous de l'histoire, cette curiosité historique est restée jusqu'à aujourd'hui, où Dubrovnik est croate et le port de Neum un accès à la mer pour la Bosnie. Voilà, j'ai placé sur la carte les principaux peuples yougoslaves. Ajoutons tout de même un mot sur, alors d'abord les Bulgares, un peuple slavisé mais installé nettement plus à l'est. Les Bulgares ont joué un grand rôle dans l'histoire des Balkans, mais ils n'ont jamais été partie prenante du projet yougoslave, du projet d'unification des Slaves du Sud. Les Macédoniens, à eux seuls un cas si compliqué que je renvoie son examen à plus tard. Enfin, les Monténégrins, très proches culturellement des Serbes, mais qui constituent tout de même un peuple à part. Dans leur montagne noire, c'est le nom du Monténégro, les Monténégrins ont vécu un peu isolés et toujours en résistant farouchement à la domination ottomane. Résumons-nous, le monde yougoslave a été façonné et diversifié au cours d'une longue histoire par 3 lignes de partage. Première ligne de partage, celle qui sépare dans l'Antiquité et au Moyen Âge le monde grec du monde latin.
À l'ouest de cette ligne, on est catholique, sauf en Bosnie, et on utilise l'alphabet latin. À l'est de cette ligne, on est orthodoxe et on utilise l'alphabet cyrillique. À l'est et à l'ouest, on parle le serbo-croate, mais on ne l'écrit pas avec le même alphabet. Deuxième ligne de partage, la frontière du Saint-Empire romain, à partir du Xe siècle, isole la Slovénie des autres peuples yougoslaves. La langue slovène devient différente du serbo-croate. Les Slovènes sont toujours des Slaves, mais vivent en étant très largement tournés vers le monde germanique. Troisième ligne de partage, la conquête ottomane qui a submergé la Hongrie et menacé Vienne se stabilise au XVIIe siècle sur le saillant bosniaque. À l'est de cette frontière, une bonne partie de la population de la Bosnie se convertit à l'islam. Voici donc 5 peuples yougoslaves pour lesquels on voit bien les différences, sauf pour les Serbes et les Monténégrins, très proches culturellement, mais le parcours historique de chacun en a fait malgré tout 2 peuples distincts. Mais ce que nous avons présenté ne nous dit pas tout, puisque la réalité sur le terrain, ce n'est pas cela. Mais c'est cela. Alors, question à laquelle il faut répondre, pourquoi ces peuples, à l'exception notable des Slovènes, pourquoi ces peuples sont-ils si mêlés sur le terrain? Bien entendu, la réponse se trouve dans l'histoire. La construction des États n'a pas du tout suivi le même chemin historique dans les Balkans et en Europe occidentale. En Europe occidentale, l'idéal qui s'est peu à peu imposé et qui a triomphé au XIXe siècle, c'est celui de l'État-nation. Un peuple, un territoire, un État. Un peuple, un territoire, un État, etc., etc. Alors évidemment, il y a là une vision très simplifiée et idéalisée, mais justement, c'est un idéal que l'on poursuit, et en 1914, on est arrivé en Europe occidentale à quelque chose qui ressemble plus ou moins. Mais il n'y a rien eu de tel dans les Balkans. Pendant des siècles, la seule frontière que l'on ait connue, c'est celle qui séparait l'Empire ottoman de l'Empire des Habsbourg. Au XVIe, XVIIe siècle, la frontière est la plupart du temps ici, et au XVIIIe, XIXe siècle, elle est la plupart du temps ici. Ces deux empires, ottoman et Habsbourg, ne sont pas des États-nations. Ce sont des empires multinationaux qui n'ont jamais eu comme projet de transformer leur population en une seule nation. À l'intérieur de ces deux vastes espaces sans frontières, les populations se déplacent. Alors elles se déplacent lentement et au fil des siècles, mais elles se déplacent, tantôt spontanément, tantôt forcées à l'occasion d'une guerre perdue ou d'une rébellion écrasée. Et dans ce cas, d'ailleurs, elles peuvent franchir la frontière dans un sens ou dans l'autre. Ce sont ces mouvements qui ont créé les mélanges de peuples sur le terrain, mélanges dont la carte ici ne donne qu'un aperçu très très simplifié. Essayons de voir de plus près quelques exemples. Premier exemple, la Voïvodine, la région au nord du Danube, à la longitude de Belgrade. La région a été ottomane jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Elle passe sous le contrôle des Habsbourg à la fin du XVIIe siècle. Elle est intégrée à la Yougoslavie en 1919. Aujourd'hui, elle est serbe, mais à l'intérieur de la Serbie, elle constitue une province autonome en raison de la diversité de sa population. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du XVIIe siècle, à l'occasion de la plus grande guerre qui est opposée les Ottomans à la Maison d'Autriche, la Voïvodine passe sous le contrôle des Habsbourg. Et les Habsbourg décident d'y accueillir les Serbes fuyant la domination turque.
Des milliers de familles serbes viennent, de très nombreuses venant du Kosovo. Désormais, la Voïvodine est à majorité serbe, mais elle est également ouverte à des populations d'autres régions de l'Empire des Habsbourg. La Hongrie, la Roumanie et la Croatie. Le résultat, c'est une population où 70% de la population est serbe, 15% hongroise, les 15% restants se partageant entre une dizaine de minorités. Le Kosovo. Le Kosovo, c'est le berceau historique du peuple serbe, le centre du royaume serbe au moment de sa plus grande puissance au XIVe siècle. Le lieu où se trouve le monastère de Peć, qui était la tête de l'église orthodoxe serbe. Ici aussi se trouve le champ de bataille de Kosovo, une défaite qui en 1389 a ouvert la porte à la domination ottomane. Donc vraiment le berceau historique des Serbes. Mais ce berceau historique s'est en très grande partie vidé de sa population serbe à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'elle est partie vers la Voïvodine. Et par la suite, cette population a été très largement remplacée par des Albanais. Des Albanais non slaves, musulmans, mais l'Albanie était elle aussi une province ottomane, et elle l'est restée d'ailleurs jusqu'à la reconnaissance de son indépendance en 1913. Aujourd'hui, les chiffres sont contestés parce que le territoire est disputé, mais il y a à l'évidence une large majorité d'Albanais, une minorité serbe et de toutes petites minorités turques et goranes. Alors les goranes, vous ne savez sans doute pas ce que c'est, ce sont au Kosovo et en Albanie les Slaves musulmans. La Macédoine. La Macédoine, c'est un véritable délice. Le nom est l'un des plus vieux de la région. Mais la Macédoine de Philippe et d'Alexandre le Grand n'a pas grand-chose à voir, puisque au IVe siècle avant Jésus-Christ, on n'avait encore jamais vu de population slave dans la région. Cependant, le nom de Macédoine appartient au patrimoine des Balkans et la Grèce considère qu'elle en est propriétaire. Depuis le haut Moyen Âge, les habitants de la région sont en majorité des Slaves. Mais quel genre de Slaves? Alors là, les protagonistes ne sont pas d'accord entre eux. Les Bulgares disent ce sont des Bulgares et les Serbes disent ce sont des Serbes. Et les intéressés, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien d'abord, ils le disent dans leur propre langue, puisque les Macédoniens ne parlent pas le serbo-croate, mais le macédonien. Langue slave, d'ailleurs beaucoup plus proche du bulgare que du serbo-croate. Mais pour ce qui concerne le sentiment d'appartenance, les Macédoniens ont le droit d'hésiter et de changer d'avis, puisque en fait, ils ont toujours été pris entre deux projets, le projet yougoslave autour de la Serbie ou le projet de Grande Bulgarie. De 1912 à 1918, la région est entraînée dans les remous des guerres balkaniques, puis de la Première Guerre mondiale. La Macédoine, qui était ottomane jusqu'en 1912, devient brièvement bulgare en 1913, puis passe à la Serbie, toujours en 1913, et en 1918, la Serbie étant dans le camp des vainqueurs et la Bulgarie dans celui des vaincus, puisqu'elle s'était liée avec l'Allemagne, on n'allait tout de même pas rendre la Macédoine à la Bulgarie. En 1945, Tito, qui n'était pas serbe mais croate, décide dans sa grande sagesse que la Macédoine n'est pas serbe, mais constitue une nation à part. Il est le premier à dire cela et il fait de la Macédoine une république séparée, une république à part entière, dans le cadre de la Yougoslavie socialiste et fédérale. Pour compliquer un peu plus les choses, les Macédoniens ne sont pas seuls sur leur territoire.
À la fin du XIXe siècle, une carte allemande dénombre 17 nationalités sur la Macédoine tout entière, c'est-à-dire englobant une partie grecque jusqu'à Thessalonique. La diversité extrême reste la marque principale de la région au XXe et XXIe siècle. On comprend que le langage culinaire français est inventé alors dès le XVIIIe siècle, la métaphore de la Macédoine de légumes, inspirée par les cartes multicolores de la population de la Macédoine. Reste la Bosnie. Il faut y accorder une attention particulière parce que c'est en Bosnie que se trouve Sarajevo, où a commencé le drame de 1914 et où commence dans les années 1990 le drame de la fin du XXe siècle avec le renouveau des nationalismes meurtriers. D'ailleurs, le titre de Sarajevo à Sarajevo a été adopté à la fois par des ouvrages d'histoire et des documentaires de télévision. La Bosnie représente l'une des lignes de résistance de la conquête ottomane, sur laquelle ils ont arrêté la poussée autrichienne pendant près de 2 siècles, de la fin du XVIIe à la fin du XIXe siècle. Derrière cette ligne de résistance, des populations slaves ont adopté très tôt, dès le XVe siècle, la religion musulmane, sans abandonner pour autant la langue serbo-croate. Les raisons de cette conversion à l'islam sont évidemment discutables et discutées. Un bosniaque musulman pourrait nous dire que son peuple a trouvé dans cette religion une réponse à ses aspirations spirituelles. Il est vrai qu'il y avait ici un terreau favorable, une demande religieuse, puisque l'hérésie chrétienne des Bogomiles avait connu ici au XIIIe, XIVe siècle un grand succès. Un historien catholique ou orthodoxe pourrait rétorquer que ici des populations ont choisi d'être les collaborateurs de l'occupant turc, et il est vrai que la conversion à l'islam permettait d'échapper à l'impôt spécial qui frappait les non-musulmans. Alors nous nous garderons bien de trancher cette polémique pour nous contenter de constater que l'islam est devenu majoritaire et donc est une composante essentielle de l'identité, ici en Bosnie et en Albanie, mais les Albanais ne sont pas les Slaves. L'islam est majoritaire en Bosnie, mais pas partout, essentiellement au centre. Le nord, l'est et l'ouest sont occupés par des populations qui restent orthodoxes, donc serbes. Le sud par des populations qui restent catholiques, donc croates. Il faut y ajouter d'importantes modifications liées au conflit austro-turc et à leurs conséquences. Le saillant bosniaque a été longtemps une ligne de front entre Ottomans et Habsbourg. À l'ouest, les Habsbourg ont facilité l'installation de colons serbes fuyant la domination turque. À ces colons, on donnait une terre et la mission de défendre la frontière. C'est la krajina, d'un terme slave qui signifie les confins. Par contre, à l'est de la frontière, les Ottomans favorisent l'implantation de colons musulmans, mais slaves, qui sont devenus majoritaires. C'est ce qu'on a appelé la poche de Bihac. On a une idée précise de la diversité de la population de Bosnie et de l'imbrication des communautés avec cette carte montrant par canton la majorité de chaque canton. Sarajevo est indiqué par un cercle. Alors en vert, majorité de musulmans, en bleu, majorité de Serbes, ocre, majorité de Croates. Mais il y a plusieurs façons d'être majoritaire. Les couleurs foncées indiquent une majorité absolue de plus de 50%, et les couleurs claires une majorité relative de moins de 50%. L'échelle de 100 km
permet de constater à quel point cette imbrication compliquée de population se fait sur un petit territoire. Pour terminer, présentons la diversité de la population sur l'ensemble du territoire et par région. Pour cela, nous utiliserons les statistiques de 1989, c'est-à-dire avant les pertes et les déplacements qui ont été provoqués par la guerre civile de 1991. Alors les chiffres sont évidemment différents de ceux de 1914. En 1914, ils étaient moins élevés, mais les proportions et la répartition de la population sur le terrain étaient en gros les mêmes. En 1989, la Yougoslavie a près de 22 millions d'habitants. Les Serbes sont en majorité, mais c'est une majorité relative, 38% de la population totale. Au second rang, les Croates, 20% de la population totale. Puis les musulmans, 9%. Musulmans pris au sens de musulmans de Bosnie, c'est-à-dire désignant non pas une religion, mais une nationalité. Les Slovènes sont 8%. 8% seulement, mais très concentrés sur la seule République de Slovénie. Les Macédoniens, 6%. Macédoniens dont on a admis depuis 1945 qu'ils constituaient un peuple différent des Serbes. Les Monténégrins, 2%, très proches culturellement des Serbes, par la religion, la langue, l'alphabet, mais dont l'histoire a fait malgré tout un peuple différent, les Serbes. Enfin, en 1989, 5% de la population totale se déclare yougoslave, sans plus de précision. Il s'agit soit de familles mixtes, soit d'un choix idéologique affirmé, l'existence d'une nationalité yougoslave globale, au-delà de la nationalité serbe, croate ou autre. Viennent ensuite les nationalités non yougoslaves. En tête, les Albanais, 8%, mais très concentrés au Kosovo. Les Hongrois, 2% de la population totale, mais très concentrés en Voïvodine. Enfin, Bulgares, Slovaques, Roumains, Turcs, chacun avec des chiffres très faibles, moins de 1% de la population totale, mais toujours concentrés dans quelques régions où ils représentent une communauté significative. La diversité est aussi interne aux républiques, mais pas partout de la même façon. La Serbie, qui est la plus peuplée, a une population relativement homogène, avec 88% de Serbes. Mais elle est associée à deux régions autonomes. La Voïvodine, qui a 20% de population hongroise, et le Kosovo, où les Serbes ont été remplacés à partir du XVIIIe siècle par des Albanais qui sont aujourd'hui 80% de la population. La Croatie, le Monténégro et la Macédoine ont des minorités qui représentent à peu près un quart de leur population totale. La Slovénie est un cas à part, très homogène, 95% de Slovènes dans sa population. Reste la Bosnie, le cas le plus complexe et donc le plus explosif. Les trois grandes nationalités y constituent des blocs, trois blocs, à la fois compacts et mêlés. Musulmans 40%, Serbes 32%, Croates 20%. Et tout de même 8% de Bosniaques qui refusent de choisir en se déclarant tout simplement yougoslaves. Cela, c'est la situation à la fin du XXe siècle. En 1914, le contexte est très différent, mais la question est la même. Quel avenir pour les peuples yougoslaves et quel rapport entre eux? En 1914, la frontière est ici. D'un côté, l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui a annexé la Bosnie en 1908, qui administre la Croatie depuis longtemps et la Slovénie depuis plus longtemps encore.
De l'autre côté, ce qui restait de l'Empire ottoman a été balayé par les guerres balkaniques de 1912-1913. On a une petite Serbie qui a lentement et difficilement conquis son indépendance au XIXe siècle, et une jeune Albanie indépendante depuis 1913 seulement. Dans ce contexte, il y a deux voies possibles pour les patriotes slaves, deux projets possibles. Premier projet, obtenir l'égalité des droits pour les Slaves à l'intérieur de l'empire des Habsbourg. Alors c'est un projet qui n'est pas irréaliste et dont certains pensent à l'époque qu'il a le soutien de l'héritier du trône, l'archiduc François Ferdinand. Mais c'est un projet qui fait courir le risque d'une rupture avec la Serbie, puisque la Serbie n'est pas dans l'empire des Habsbourg et n'a évidemment aucune intention d'y entrer. Deuxième projet, unir dans un État indépendant tous les Slaves du Sud, libérés à la fois des Ottomans et des Habsbourg. Un projet qui n'est pas irréaliste non plus, mais qui fait courir un autre risque, celui d'une domination du peuple le plus nombreux et le plus présent partout, c'est-à-dire les Serbes. Le 28 juin 1914, un groupe terroriste serbe assassine à Sarajevo l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône. Le but n'est pas de tuer un homme, mais de faire échouer un projet, le premier projet, celui de l'autonomie des Slaves à l'intérieur de l'empire des Habsbourg, et de favoriser le deuxième projet, celui de l'unité de tous les Slaves du Sud autour de la Serbie. Mais dans un premier temps, ce que provoque cet attentat, c'est la guerre générale en Europe. Quelques mots pour conclure. Cette question des nationalités dans les Balkans évoque évidemment les débats qui ont lieu aujourd'hui partout sur l'identité nationale et sur sa défense. Alors, est-ce que l'histoire nous apprend quelque chose sur cette question? L'histoire, on peut évidemment la solliciter de bien des façons. Pour ma part, j'hésiterais à tirer des leçons avec le caractère définitif que ça pourrait avoir. Mais par contre, je me risquerais à poser les questions qui me paraissent les plus importantes. À ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la tâche essentielle des peuples, c'est de défendre leur identité et leur territoire contre les agressions de la mondialisation, de l'immigration, je demanderais s'ils ont bien réfléchi aux drames, ou même s'ils ont connaissance des drames qui ont eu lieu, des crimes qui ont été commis dans l'ex-Yougoslavie à partir de 1991 pour défendre l'identité des uns ou des autres. Et à ceux qui pensent que la question de l'identité est un faux problème, que la seule vraie question, c'est de lutter contre l'injustice sociale, le racisme, les discriminations. Je demanderais s'ils ont conscience de l'impasse dans laquelle s'est trouvée une société multiculturelle, non pas fantasmée, mais réelle, celle que l'histoire a construite dans les Balkans. Et on ne peut pas dire que ce soit faute d'avoir lutté contre l'injustice sociale, puisque en Yougoslavie, le drame de 1991 est survenu après 45 ans de socialisme, 45 ans, qui n'ont pas suffi à rendre inoffensive la question nationale. Alors peut-être faudrait-il admettre que cette question est plus explosive qu'on ne pensait. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo complémentaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner au récit principal sur la géopolitique du long XXe siècle.